Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Elder Fonseca de l'agence SWAM. Ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire de notre journée Digital Rise qui porte cette fois-ci sur les marketplaces et leur complémentarité avec les stratégies SEO que vous pouvez mettre en place pour votre enseigne. Je laisserai les présenter par la suite, mais on est accompagné par David Escholzer, qui est le dirigeant de l'agence SWAM. Et également Christophe Lemarchand, qui est dirigeant de Cospirit Commerce et qui a eu la sympathie d'accepter notre invitation. Donc, merci à toi, Christophe. Merci. On est pour le moment 29 personnes en ligne. On va petit à petit, on va attendre que chacun se connecte. Voilà, ça commence à augmenter. N'hésitez pas à nous dire en chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si vous voyez bien le partage d'écran. Ça peut éviter des problèmes de diffusion, donc dites-nous. Et puis voilà, donc on va pendant les 50 minutes parcourir pas mal de slides, c'est assez dense, mais ça va être OK, sur la spécificité des marketplaces, Google Shopping également, et l'importance de toutes les fiches produits dans tout ça. Donc, on me dit que tout va bien, c'est parfait, c'est nickel, super. Écoutez, David, Christophe, moi je suis censé vous dire, je vous laisse la main, ouais, carrément. Eh bien, parfait. David, je te laisse y aller. Merci à toi. Merci beaucoup, merci Elder pour cette introduction. Bonjour à tous et toutes. Effectivement, on va s'arrêter sur les marketplaces parce que les marketplaces, vous le verrez, en fait, sont en pleine effervescence et deviennent une vraie arme dans l'arsenal du marketeur en 2023 et particulièrement pour préparer 2024. Et je vous propose qu'on attaque immédiatement pour entrer dans le vif du sujet. Donc, je suis David Escholzer, je suis le gérant et le fondateur de l'agence SWAM. Et donc, je suis accompagné par Christophe. Bonjour tout le monde et merci David. Donc moi je suis le DG de Cospirit Commerce et en charge d'accompagner les marques et les fournisseurs dans leur stratégie e-retail et accompagner les places de marché ou marketplace dans les enjeux de monétisation. Parfait, un rapide mot sur l'agence SWAM. En fait, on est spécialiste de la visibilité organique des marques. Initialement, historiquement, sur les moteurs de recherche, mais vous le comprenez avec ce sujet aujourd'hui, eh bien, plus exactement, maintenant par extension, sur tous les carrefours d'audience sur lesquels les marques peuvent aller à la rencontre de leur public. Et pour ça, on a créé 4 pôles qui sont parfaitement complémentaires. Le SEO, bien sûr, avec la technique et la stratégie, mais il y a une interdépendance évidente avec des stratégies éditoriales pour la marque. Et puis, pour travailler et façonner l'autorité d'une marque, il faut travailler sa visibilité médiatique. C'est pour ça qu'on a un pôle relations presse. Et puis, naturellement, on ne peut pas passer à côté de la data pour traquer, fiabiliser la donnée et bien sûr analyser nos résultats. Voilà, on a une quinzaine d'années d'expérience et plusieurs bureaux en France. Et donc rapidement, Cospirit Commerce, donc nous on appartient au groupe média indépendant Cospirit. Voilà, on a 3 métiers que vous pouvez découvrir sur la gauche. Mais voilà, nous on est un groupe intégré, expert des problématiques retail et médias depuis 1994, et on a 2 sites. Un site à Lyon où nous avons à peu près 170 collaborateurs et un site à Paris où on est une 50aine de collaborateurs. Voilà. Parfait, on va attaquer. Christophe, les internautes français sont majoritairement acheteurs. Je te laisse la main pour illustrer tout ça. Ce qu'on voulait vous présenter en guise d'introduction, c'est quelques données de cadrage, en fait, pour visualiser finalement d'où on part, quelle est la situation actuelle et quelles sont les perspectives de l'e-commerce en France notamment et dans le monde plus généralement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Français, en 2022, ont dépensé à peu près 147 milliards d'euros sur Internet. C'est donc une croissance à peu près de 14% par rapport à 2021. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a été une croissance qui a été tirée par la vente de services au détriment de la vente de produits.
Simplement, il ne faut pas oublier que sur la vente de produits, c'est quand même une augmentation de plus 33% par rapport à 2019. Donc, s'il y a eu une baisse de la vente de produits, c'est aussi dû au contexte économique et inflationniste que nous connaissons depuis quelques mois. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le e-commerce, finalement, c'est le témoignage d'une trajectoire ascendante qui s'inscrit dans le temps. C'est aussi le reflet d'évolution beaucoup plus profonde des comportements d'achat de 42 millions de Français qui sont devenus cyberacheteurs. Et donc là, vous avez à peu près les chiffres clés de Médiamétrie, donc l'Institut de référence sur la mesure d'audience. Mais voilà, pour vous donner une idée, vous avez à peu près 75% des Français qui consultent chaque mois au moins un des top 20 des sites e-commerce ou applications que nous verrons plus tard. Et si vous voulez, c'est simplement que l'achat en ligne ne cesse de progresser et que maintenant, en 2023, pour la plupart des Français, s'informer et acheter en ligne sont devenus des usages du quotidien. Alors, la question qu'on pourrait se poser par rapport au premier graphique qu'on vous a présenté, c'est est-ce qu'on arrive finalement à un plafond de verre en e-commerce? Eh bien, oui et non. Oui, parce que le nombre de cyberacheteurs, finalement, est stable depuis 2 ans. Voilà, il y a eu l'effet pandémie, puisqu'avant la pandémie, on était à peu près à 39 millions de cyberacheteurs, et depuis 2 ans, nous sommes à 42 millions. Donc, on pourrait dire qu'en termes de nombre de cyberacheteurs, on arrive à un plafond. Simplement, il y a 2 facteurs qui rentrent en ligne de champ, c'est-à-dire la fréquence d'achat et le montant moyen dépensé par internaute. En fait, c'est extrêmement important de constater que vous avez entre 2022 et 2019 une augmentation du nombre de transactions de 29%. En gros, on est passé de 42 transactions à 54. Et nul doute qu'en 2023, ce volume de transactions par internaute va continuer à augmenter. Et mécaniquement, le nombre ou le montant moyen dépensé par cyberacheteur continue d'augmenter. Et en l'espace de 3 ans, c'est un plus 45%. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on achète plus souvent, avec un panier plus élevé. Et donc, c'est un des premiers facteurs de la croissance du e-commerce. Et le deuxième phénomène, finalement, c'est, David, si tu veux passer. Bien sûr. Voilà. C'est le rôle prépondérant des places de marché ou des marketplaces dans l'e-commerce français. Il faut savoir que la plupart, voire la quasi-totalité des 20 premiers sites en e-commerce ont une activité de marketplace. C'est vraiment devenu en fait un incontournable pour les distributeurs ou pour les commerçants de proposer finalement à d'autres marchands ou d'autres fournisseurs de vendre directement sur leur site et de pouvoir bénéficier finalement de l'audience extrêmement importante de ces places de marché ou de ces retailers. Donc, pendant très longtemps, dans le B2C, voilà, la marketplace était, disons, la deuxième étape de la fusée d'e-commerce. Et maintenant, vous n'avez plus aucune stratégie en B2C qui n'intègre en fait la marketplace dans son activité e-commerce. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, on va parler de 1P et de 3P. Donc, le 1P, la différence, c'est comme si Carrefour, vous achetez de la marque Carrefour ou Amazon qui va vendre à ses clients vos produits. Et l'activité 3P, donc place de marché, c'est vous qui vous adressez aux consommateurs ou aux shoppers de ces places de marché et c'est vous qui avez la relation directe avec ces clients via l'intermédiaire, bien entendu, d'une plateforme technologique. Ce qui est intéressant de regarder, si on prend 2 acteurs dominants dans l'e-commerce, le premier c'est Amazon dans le monde et on le verra après pour Cdiscount, c'est leur part finalement de marché, si tu peux. Voilà. Si c'est finalement le poids de l'activité de la marketplace dans leur vente en ligne. La clé de lecture, elle est assez simple pour Amazon. Vous avez à peu près 56% donc, des ventes sur Amazon qui se font sur la place de marché en 2021. Et en 2022, on est pratiquement à 59%. Et si on regarde Cdiscount, le premier e-commerçant français après Amazon, eh bien, vous avez plus d'un produit sur 2
en 2022 qui est vendu via la marketplace à hauteur de 52%. C'était 45% en 2021. Donc, on voit que maintenant, l'activité principale des principaux distributeurs et e-commerçants se déporte sur les places de marché. Alors, ce qui est remarquable, il y a deux facteurs finalement qui permettent à l'e-commerce de continuer sa croissance. C'est donc la fréquence d'achat et le panier moyen. Et puis, le deuxième, c'est vraiment ces marketplaces qui sont contributrices à la croissance du secteur. Et pourquoi ? Finalement, parce qu'elles répondent aux nouvelles attentes des consommateurs qui vont être plutôt en recherche de commodité, c'est-à-dire avoir un large choix, des prix attractifs, des livraisons fluides ou des retours gratuits, et surtout sur une plateforme ou des plateformes avec un achat simple et sans couture. Voilà. Et donc, c'est aussi la dernière étude de Miracle qui expliquait qu'en 2022, les ventes sur les marketplaces ont cru 6 fois plus vite que l'activité e-commerce. Et voilà. Et donc, cette étude également qui est présentée sur ce slide, c'est Edge, donc un cabinet anglais, qui montre les perspectives finalement de croissance à l'horizon 2027, justement entre le 1P et les marketplaces. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près en 2027, donc d'ici 4 ans, c'est que 60% des ventes se feront au travers de ce canal de vente. Alors justement, comment ces futurs acheteurs accèdent-ils aux produits qu'ils recherchent, Christophe ? Ouais. Alors historiquement, on connaît tous Google, qu'on utilise tous les jours, qui est d'ailleurs même le premier usage en France. La recherche, c'est le premier usage devant tous les autres usages, notamment le social, la vidéo. Simplement, il y a eu une mutation du comportement de recherche de l'internaute liée aux fonctions shopping. Et pour l'anecdote, en 2014, donc l'ancien CEO de Google, Eric Schmidt, disait que leur plus gros concurrent dans la recherche n'était pas Bing, mais était Amazon. Ouais. Et on est dès 2014. Et finalement, Amazon, via ce moteur de produits, est un complément dans les recherches. C'est quand même le site de l'information commerciale. On va aller chercher des produits et non des marques. On va regarder les avis, on va regarder les notations. Et finalement, ça reste un portail d'information commerciale sur des produits. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus Google, bien au contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une double stratégie de présence, soit sur Google Shopping, comme on le verra, soit sur Amazon. Mais c'est simplement prendre en compte que, il y a une vraie évolution de la recherche produit au profit de Amazon. Il y a plusieurs études qui expliquent finalement quelle est la part des internautes français qui utilisent Amazon pour leur recherche produit, encore une fois, versus Google. Et donc en 2022, on est à peu près à 61% versus 39% pour Google. Et donc, ces nouveaux usages, finalement, ça se reflète dans le marché de la recherche payante. Concrètement, vu que vous avez un déport des usages et de la recherche sur des sites e-commerce, au travers de leur moteur de recherche, vous avez ce qu'on appelle le retail media, c'est-à-dire la publicité initiée ou la monétisation des sites e-commerce. Et donc, si on prend les chiffres globaux pour 2023, donc c'est l'étude de WARC, le search dans le monde, ça va être à peu près 350 milliards de dollars pour cette année. Et le Retail Media Search, donc c'est-à-dire ce que vous pouvez avoir sur Cdiscount, Fnac ou Amazon, ces annonces sponsorisées à partir du moment où vous faites une recherche mot-clé, devraient représenter 25%. Donc, c'est vraiment une croissance et un poids de plus en plus important. Et si on regarde du côté de la France, donc chaque année, vous avez l'UDECAM et le SRI avec Oliver Wyman qui publie le baromètre de la publicité en ligne chaque année. Le Retail Search pèse déjà 15% des investissements search en France, qui représente à peu près 3,7 milliards d'investissements. Et si vous regardez notamment les évolutions entre le search classique et le Retail Search, on voit que, par exemple, notamment au deuxième semestre 2022, la croissance du search classique n'a été que 2%. Alors que le Retail Search,
c'est plus 42%. Voilà, il y a un vrai transfert, finalement, des investissements, notamment des marques et des fournisseurs, au travers des plateformes publicitaires, des e-commerçants qui proposent, un peu comme sur Google, finalement, de mettre en avant vos produits via la publicité. Voilà. Et juste pour finir, c'est que le retail media en France, finalement, c'est le grand gagnant de la publicité digitale, puisque vous savez que depuis 2016, le média digital est le premier média investi par les annonceurs et les marques en France. Et donc, la publicité digitale a connu une croissance de plus de 10% par rapport à 2021. Et si on regarde le search et le retail media dans sa globalité, c'est une croissance de plus 30% par rapport à 2021. Mais c'est un marché qui a fait pratiquement x2 entre 2020 et 2022. Voilà. C'est remarquable. Donc, ces usages suivent, ou disons plutôt les investissements publicitaires suivent les usages des internautes. Voilà. Et donc, pourquoi on parle de recherche et finalement de visibilité? Parce que il faut bien comprendre finalement comment les shoppers, les internautes, atteignent les pages produits des sites e-commerce ou des marketplaces. Si on reprend l'étude de SimilarWeb de septembre 2022, vous avez à peu près 2 canaux qui vont générer plus de 80% du trafic des e-commerçants, du top 100 e-commerçants en France et marketplace. C'est le SEO, bien entendu, et les accès directs. Et si on prend uniquement le Search Engine Marketing, donc à savoir le SEO et le SEA, c'est à peu près 50%. Et donc, une fois qu'on est sur le site du marchand ou de la marketplace, finalement, on a 3 moyens pour arriver sur une page produit, soit directement depuis Google, et donc là, on le verra, c'est toute l'importance de la fiche produit, mais c'est via l'utilisation justement du moteur de recherche de l'e-commerçant, soit via l'arborescence du e-commerçant ou via les moteurs de recommandation présents sur les pages de résultats de catégories de pages produits. Donc, c'est pour ça avec David, on souhaitait vous sensibiliser sur le fait que la recherche organique reste quand même le principal canal d'acquisition des e-commerçants et des marketplaces. Donc, qui dit fiche produit dit contenu. C'est ça. Et il y a une phrase que tu as dit plusieurs fois pendant cette préparation d'intervention. Tu m'as dit, pour être visible de toute façon sur les marketplaces, quelle que soit la plateforme, finalement, tout part de la fiche produit. C'est finalement l'épine dorsale ou la clé de voûte, on va dire, de la visibilité. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce nouveau concept qu'on appelle le linéaire digital. Tout le monde voit à peu près comment les rayons dans les magasins physiques, dans la vraie vie, finalement, sont organisés. Voilà, l'espace est quand même limité. Voilà, la bataille de la visibilité est extrêmement importante. Eh bien, si vous voulez, vous avez la même chose sur le digital avec ce concept, en fait, qui se définit finalement comment les produits sont organisés, présentés ou référencés par les retailers de la même manière que le magasin physique. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est finalement comment le ranking des produits, leur classification, comment ça se fait? Est-ce que c'est via un algorithme? Est-ce que c'est via l'intelligence? Est-ce que c'est du manuel? Et donc là, tout l'enjeu finalement est de comprendre parce que, un peu comme dans le commerce physique, vous avez tendance à prendre les produits qui sont à hauteur des yeux. Eh bien, dans le digital, notamment sur les rayons linéaires digitaux, c'est à peu près la même chose. Donc là, vous avez l'illustration, par exemple, chez Auchan. Vous avez sur la version PC à peu près 10 produits sur 88 qui sont visibles directement par le consommateur sur le PC. Mais quand on prend le mobile, et on le verra que le mobile est extrêmement important, c'est que 2 produits. Et donc, vous le verrez, sur ces 2 produits, finalement, quel est l'élément le plus important par rapport à un écran digital. Et donc, pour gagner cette visibilité du linéaire digital, vous avez 3 piliers fondamentaux. La visibilité organique, c'est-à-dire, voilà, est-ce que votre contenu est pertinent? Est-ce que vous avez les bonnes images, ce qu'on va appeler les contenus ou le contenu augmenté? Vous avez la publicité payante, bien entendu, pour mettre en avant vos produits. Et puis, vous avez la promotion. Donc, voilà, et tout l'enjeu, finalement, c'est comment on intègre, comment on définit ces 3 piliers pour pouvoir émerger au sein du rayon linéaire et digital. Donc là, l'idée, nous, c'est de s'intéresser franchement aux piliers
de la visibilité organique, c'est-à-dire la page produit finalement, et quels sont les fondamentaux à respecter. Pourquoi on parle de fondamentaux? Parce qu'il faut bien comprendre que en termes de visibilité, vous avez à peu près 35% des shoppers qui vont cliquer sur le premier résultat. Ouais, parce qu'encore une fois, il faut comprendre que les produits sont affichés par rapport à une requête. Hein. Donc, on cherche la pertinence. Et les commerçants, ils ont bien compris qu'on ne va pas mettre en avant des produits qui ne sont pas pertinents par rapport à une requête internaute. Donc, tout l'enjeu, c'est d'occuper cette première ligne. Et vous avez à peu près 65% des shoppers. Donc, c'est très variable selon les sites. Hein. Là, c'est l'exemple d'Amazon il y a 1 an ou 2. Voilà, 64% des shoppers vont cliquer sur les 3 premiers résultats. Ça veut dire que ces 3 premiers résultats génèrent 65% des ventes. Mais c'est simplement la visibilité en haut de page, elle est cruciale puisque, un peu comme sur Google, on n'a pas très souvent l'occasion d'aller en deuxième page, sauf si on recherche un produit précis. Voilà. Donc, tout l'enjeu, c'est de gagner cette bataille de l'algorithme. Et contrairement au monde physique, avec un algorithme, on ne peut pas négocier. Voilà. Absolument. Donc, c'est comprendre justement ces facteurs et comment finalement on gagne l'algorithme. C'est via un contenu pertinent, tout simplement. C'est qu'un meilleur contenu va générer. Et donc, quand on dit un meilleur contenu, c'est la page produit, les évaluations, les vidéos, les images, tout ce qui va être description et dimension. Donc, tous ces critères-là permettent finalement de générer un meilleur contenu, donc une conversion plus élevée, donc plus de ventes. Et donc, ce meilleur contenu génère un taux de conversion plus élevé et finalement, ce qu'on appelle la vitesse de vente des plateformes e-commerce va permettre à vos produits de remonter plus facilement et justement, vous aurez un meilleur classement de manière organique dans le résultat de recherche. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on appelle finalement le concept avec Amazon de retail readiness. En gros, est-ce que votre fiche produit est-elle en bonne santé? C'est-à-dire qu'il faut maintenant avoir un certain nombre de critères, les visuels, les vidéos, tout ce qui est variation, les titres, les descriptions, qui sont maintenant obligatoires, puisque la fiche produit est un point de contact finalement du consommateur, et surtout quand on sait que sur les sites e-commerce, finalement, vous avez à peu près 75% des requêtes qui sont génériques. C'est-à-dire qu'on recherche avant tout un produit et non une marque. Donc, toute l'importance finalement de bien travailler sa fiche produit pour gagner en visibilité, bien entendu. Et puis après, vous avez des facteurs qui permettent d'accélérer la conversion. Oui, je suppose que l'unicité est importante aussi, c'est-à-dire faire la différence, avoir un contenu singulier par rapport à un concurrent qui pourra avoir le même produit, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu de la redite, si on peut passer, toi, David. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc là, par exemple, je crois qu'on vous a mis en annexe aussi la fiche produit pour une marque non alimentaire. Mais concrètement, c'est des visuels qui sont optimisés. Vous avez des images secondaires. Vous avez vraiment les caractéristiques principales et la description du produit. Vous avez la présentation de la marque. Voilà. Vous avez également les commentaires, les ratings, les reviews. Et finalement, voilà, que vous soyez une marque alimentaire ou non alimentaire, c'est avant tout respecter ces critères pour pouvoir remonter beaucoup plus facilement dans les moteurs de recherche des e-marchands. Voilà. Et au-delà de la fiche produit, un élément extrêmement important qu'on a appelé avec David le contenu augmenté, ce sont les images. Parce que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, le mobile, c'est quand même le premier point de contact. On ne l'a pas précisé, mais vous avez à peu près 2/3 du trafic maintenant en France sur les sites e-commerce qui est mobile. Et donc, finalement, le pack shot qu'on retrouve en magasin dans les produits en linéaire, ce pack shot, ce visuel produit, finalement, c'est le premier point de contact avec le consommateur. Donc là, vous avez 2 exemples. L'exemple de Schweppes. Donc ça, c'est à gauche, vous avez le pack shot ou le visuel qui n'est pas retravaillé. Et puis à droite, vous avez, on voit que c'est Schweppes agrumes, 1,5 litres. On le voit tout de suite. Et puis à droite, vous avez l'exemple avec Amazon, justement, sur les images. Et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde mobile first. Et donc, quand vous avez un écran de quelques dizaines de millimètres, ça n'a rien à voir versus un magasin physique. Voilà.
Les autres facteurs qui comptent, alors effectivement, je voulais juste intervenir en complément, et tu l'as dit, Christophe, hein, tout à l'heure, bien sûr, la fiche produit est centrale, mais ce qui est assez intéressant, et ça c'est tiré de Amazon Guy, vous pouvez le retrouver en vidéo d'ailleurs sur YouTube, donc spécialiste de la visibilité, qui prodigue quelques conseils. C'est assez intéressant parce que quand on creuse l'algorithme Google, on voit qu'il y a une vraie différence avec le travail qui est fait sur Google. C'est-à-dire que c'est l'engagement, ce qu'on soupçonne un peu chez Google, mais c'est l'engagement avec le résultat qui est sur le podium des critères qui permet la visibilité. C'est-à-dire le taux de clic, bien sûr. Est-ce que, et là Christophe l'a dit, c'est le visuel qui permet d'obtenir un meilleur taux de clic. Est-ce qu'on a un taux de conversion qui est bon? Et bien sûr, outre le visuel, c'est tout le contenu, mais aussi la réputation, voire la marque du vendeur qui va faire la différence. Et bien sûr, le nombre de ventes organiques de votre produit va permettre également de remonter. Plus il est vendu, plus Amazon a intérêt à le mettre en avant. C'est super intéressant. Il y en a plein d'autres. On ne voulait pas tous les faire les uns après les autres non plus, mais pour plutôt marquer la différence. C'est-à-dire que là, c'est qualité, qualité, qualité. Voilà, c'était un point important. Et bien sûr, c'est partagé avec d'autres plateformes. Amazon est la référence. C'est pour ça qu'on s'est appesanti dessus. Voilà. Et c'est vrai qu'avant de voir finalement la riposte de Google par rapport à ça, hein, notamment au marketplace et au site e-commerce, il ne faut pas oublier, et on le répète, mais on est dans un univers, dans un monde où on est tous les jours connecté avec son mobile. Regardez le nombre d'interactions que vous avez avec votre mobile, c'est juste impressionnant. Et donc, voilà, vous avez à peu près, en 2022, c'est les chiffres de la FEVAD, 22 millions de Français qui achètent sur leur mobile, c'est-à-dire plus d'un acheteur sur deux. Voilà. Et le mobile en France, ce sont 2/3 des investissements publicitaires sur le marché en France en 2022, c'est 5 milliards. Voilà, donc c'est juste énorme. Et puis voilà, sur la droite, de toute façon, vous aurez la présentation, mais vous avez le pourcentage des visiteurs uniques sur mobile, sur tablette et sur PC. Vous voyez bien qu'à un moment, sur ordinateur, il y en a de moins en moins. Voilà, parce qu'on consulte essentiellement maintenant sur mobile, via les applications, via Google Images. Et on arrive à des taux extrêmement importants. Hein. Amazon, c'est 80%, Cdiscount, c'est 75%. Vinted, le marché de la seconde main, c'est 85%. Mais on regarde Leclerc, Carrefour, qui sont des sites de distributeurs alimentaires, c'est 75% de leur trafic est issu du mobile. Donc, c'est juste énorme. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on incite vraiment là-dessus, sur le contenu et l'image, parce que on est dans un univers, un monde où le mobile est devenu majoritaire. J'ai deux questions pour toi, Christophe, si on peut y apporter une réponse concise. Alors déjà, Djibril, comment analysez-vous la performance sur les marketplaces? Est-ce que vous faites du scrapping? Alors, oui, c'est-à-dire, alors déjà, il y a des outils marchés qui permettent, ce qu'on appelle des third-party tools, qui permettent finalement d'analyser la performance commerciale, la visibilité, la part de voix. Donc, on peut, il y a PackView, il y a Profitero, ce qu'on appelle des outils de retail analytics ou de la mesure du linéaire digital. Mais oui, il y a des outils marchés. Nous, on n'a pas vocation, de le faire avec nos propres technologies, parce qu'il y a des acteurs spécialisés, mais c'est un système de scrapping, tout à fait. Voilà. On récupère la donnée publique. Carrément. Et une autre question, enfin, il y a deux questions de Nadia, mais là, on va poser la première et la deuxième. Nadia, vous aurez la réponse dans ce qui va venir. Alors, comment optimiser les fiches produits en masse sur Amazon ou Cdiscount? Là aussi, j'imagine qu'il y a des outils. Alors, c'est une très bonne question. Après, en fait, il faut, par rapport à son catalogue produit, il ne faut jamais oublier la règle des 20-80. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez jusqu'à 30 ou 40 produits qui vont générer 80% du business. Donc, moi, je dirais dans un premier temps, c'est toute une démarche d'audit. Et après, c'est finalement d'industrialiser et de faire appel finalement à des professionnels du référencement naturel comme WAM. Par exemple. Exactement. Et si le fond de la question, c'était aussi est-ce qu'on fait du manuel et de l'IA, on pourra en reparler, mais bien sûr, l'humain est encore vraiment nécessaire, mais l'IA peut être une aide pour commencer à industrialiser également. On peut avancer, messieurs.
Voilà. Et donc, pour conclure sachez qu'au-delà de la visibilité organique, vous avez maintenant des solutions publicitaires pour la plupart des plateformes e-commerce qui vous permettent de cibler vos shoppers, d'activer différents formats publicitaires, le search, le display, et bien entendu, de mesurer la performance de vos investissements publicitaires au travers de ces plateformes. Très bien, Christophe. Merci en tout cas pour l'ensemble de ces infos. Et justement, pour la dernière partie de cette intervention, on ne pouvait pas passer à côté de Google. Christophe a rappelé la place de Google dans les recherches transactionnelles. Et vous avez compris à travers tous les chiffres que nous a donnés Christophe que Google a un peu manqué le train, ou en tout cas s'est fait damer le pion. Il y a eu un vrai accélérateur après la pandémie. Et il est clair que il faut qu'il organise une riposte parce que Amazon en premier a pris le lead. Et vous avez vu que derrière suivent tout un tas d'autres acteurs, et notamment en France, avec les taux de croissance qu'on a vus. Et la solution de Google, c'est Google Shopping. Donc, elle n'est pas nouvelle, cette solution. Vous la connaissez probablement déjà. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que Google a lancé, depuis la pandémie d'ailleurs, et à l'occasion, même si j'ose dire, de la pandémie, un vrai coup d'accélérateur de Google Shopping à travers son outil Google Merchant Center, donc qui est un flux produit dans lequel vous pouvez finalement lister vos produits avec un fichier spécifique, et puis vous avez toutes les informations de vos produits ou attributs qui ressortent. La nouveauté, c'est d'ici 2024, Google a annoncé lors du Google I.O. le mois dernier que Merchant Center allait s'appeler Merchant Center Next. Alors, c'est quoi la différence en deux mots ? Jusque-là, c'était quelque chose qu'il fallait pousser auprès de Google, c'est-à-dire c'est vous qui exportiez vos catalogues produits vers la plateforme Merchant Center. Merchant Center Next sera proactif, c'est-à-dire qu'il va crawler votre site, scraper vos produits et vous dire voilà ce que j'ai attrapé comme produit, voilà les attributs, est-ce qu'on publie comme ça ou est-ce que tu veux intervenir dessus avant de publier ? C'est un moyen d'accélérer fort. Évidemment, l'IA permet de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un vrai changement. On attend de pouvoir le voir en live. C'est annoncé pour 2024. Shopping, finalement, répond à deux enjeux majeurs pour Google. Je viens de le dire en introduction. Permettre à Google de rattraper son retard sur le marché des marketplaces, qui bénéficie d'une croissance exponentielle. On vient de le voir avec Christophe. Et donc, devenir indispensable comme étape vers le tunnel de conversion, en proposant un parcours de recherche affiné, sans couture. Je reprends l'expression de Christophe. Donc, comprenez, restez chez moi et ne partez pas chez d'autres plateformes. Et en fait, pour s'y employer, Google a appuyé fort sur l'accélérateur. C'est-à-dire qu'il est devenu gratuit à partir de avril 2021. Vous voyez, là, on est tout juste post-pandémie. Ils ont ouvert les vannes. Allez-y et mettez vos catalogues, c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de prendre une campagne payante, puisque c'était le cas jusque-là. Vous pouvez également être présent dans la partie organique. On verra tout à l'heure la destination dans le moteur. Et bien sûr, ils ne sont pas arrêtés là, ils ont passé des partenariats avec les plus grosses plateformes de gestion de sites pour les e-commerçants, gestion de catalogue. Shopify, bien sûr, en premier, PrestaShop, qui est énorme aussi, BigCommerce, WooCommerce, il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné plus 70% de catalogues produits disponibles sur Google. Et puis, ça a donné aussi 35 milliards de produits disponibles sur cette plateforme. Donc, encore une fois, la branche shopping de Google n'a qu'un seul ennemi, c'est Amazon, et c'est pas moi qui le dis, j'ai oublié le nom, mais le boss de Google Shopping qui le dit. Donc vraiment, il se donne les moyens d'accélérer fort. Et il y a, je dirais, une vraie différence je ne sais pas si c'est un game changer, mais en tout cas, le shopping graph, c'est vraiment ce qui marque la différence en termes de qualité d'informations et de produits remontés en fonction de l'intention que vous exprimez à travers votre mot-clé. Le shopping graph, en deux mots, c'est quoi ? C'est au e-commerce ce que le knowledge graph, donc le graphe de connaissances, est au résultat classique de Google, et notamment à travers Wikipédia. C'est-à-dire qu'en gros, Google est capable de cartographier les produits qui font notre monde, et il sait les relier à travers les attributs. Vous
Voilà, tout simplement. Et si je décortique un vélo, il est capable de connaître une roue, les rayons, la selle, le guidon, le dérailleur, et de se dire, ça c'est un vélo, et inversement, un vélo, ça a tout ça comme pièce. Donc à chaque fois que vous exprimez une requête, même si elle est un peu floue, il est capable de comprendre plus facilement l'intention derrière et de vous remonter le bon produit. En ça, ils ont une vraie avance par rapport au marketplace a priori. Et ça, c'est grâce à l'IA. Donc en centralisant toutes les données fournies par les flux des vendeurs, le shopping graph permet d'aller encore plus loin au service de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, je comprends même derrière une requête la plus floue possible et au contraire, aussi la plus détaillée et pointue possible, je comprends quel est le produit de niche que l'internaute veut absolument obtenir. Et la promesse de Google, elle n'est pas neutre. Vous connaissez la part de marché sur la recherche, donc recherche générale dans le monde entier. Et en France, c'est 90% dans le monde entier, même un peu plus, et 95% en France, confère StatCounter. Alors évidemment, Google a tout intérêt à diffuser ses produits via Google Shopping sur la majorité des canaux de son écosystème. Le search, naturellement, et on va voir quelques exemples. Dans Maps, qui fait partie du search, dans YouTube, qui est également le deuxième moteur au monde, on le sait, mais intégré dans Google Search, l'onglet Shopping tout seul, bien sûr, et Google Images. Tu l'as évoqué, Christophe, et Google Images est devenu, en fin de compte, un catalogue produit, et sous l'impulsion même de nouvelles fonctionnalités boostées à l'IA, telles que Google Lens, qui est dispo sur Android, mais aussi sur iOS, vous pouvez faire du reverse engineering, si j'ose dire. Je photographie ce fauteuil que j'aime bien, mais dont je ne connais pas le nom du designer parce que j'y connais rien. Google va vous retrouver le même et vous mettre en comparaison avec l'original et éventuellement des copies moins chères. Mais vous pouvez rechercher grâce à votre téléphone mobile. C'est ainsi que Google a formulé les choses. L'appareil photo devient le nouveau clavier à partir de 2023. Voilà, donc une présence sur Google Shopping couplée au Shopping Graph et dopée à l'IA, ça permet d'activer des leviers assez intéressants, pour ne pas dire vraiment puissants, pour la visibilité organique des retailers, des marchands. Et je voulais juste terminer en vous montrant quelques fonctionnalités qui ont été montrées lors des différents événements Google. Certaines, dont celle-ci que vous avez sous les yeux, est disponible déjà aux États-Unis. Elder va vous faire passer un lien qui vous permet de tester Google en anglais aux États-Unis. Et si vous faites shop ou buy plus un produit, par exemple shop jeans ou shop socks, etc., ou buy socks, vous tombez carrément sur une liste de produits par défaut, dans la recherche classique. Donc, c'est une méta marketplace pratiquement. Et si je clique sur un des produits, j'ai de 3 à 5 offres qui se font la comparaison sur le prix, sur le stock, sur les délais de livraison, ou est-ce que c'est à côté de moi ou pas à côté de moi géographiquement. Donc c'est assez puissant, j'ai pu le tester aux États-Unis lors d'un voyage à New York en février. C'est assez monstrueux et c'est surtout omniprésent. Et là, on voit la qualité des filtres que vous pouvez retrouver également sur des marketplaces classiques. Voilà, donc Google essaye d'arriver en couche juste avant, en amont, je dirais, et de faire en sorte que tout se passe chez lui. Je ne m'appesantis pas sur toutes les autres fonctionnalités annoncées, mais puisque Christophe a très justement parlé de la qualité du visuel, voire du visuel augmenté, évidemment, Google joue cette carte-là aussi, puisque, je vais reprendre la formule de Christophe, le premier touchpoint entre le client et la marque, c'est le visuel. Et donc, Google a joué cette carte-là avec Shop the Look, qui est une navigation éminemment visuelle pour tout ce qui est mode et qui permet de convaincre et de convertir plus facilement. Voilà, il y a des guides d'achat parfaitement intégrés. Il y a aussi le processus de création de visuels en 3D qui est automatique à partir de 6 photos du produit que vous donnez. L'IA fait le reste pour vous faciliter la tâche parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre des photos en 3D. Google fait le boulot. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc, Google se donne les moyens de riposter. Voilà. Et puis, on ne pouvait pas passer à côté de la dernière nouveauté annoncée lors du Google I.O. le mois dernier en grande pompe. C'est les résultats, les contenus générés par l'intelligence artificielle.
qui viennent un petit peu, c'est pas encore très clair, mais qui viennent un petit peu concurrencer les résultats classiques. Et donc là, c'est une IA. Si je lui demande, est-ce que tu peux me donner les vélos électriques rouges, du marché, il y a une petite réponse. Et vous voyez ici le lien avec le shopping graph. Google récupère des fiches produits d'abord organiques. Lorsqu'on clique dessus, tout comme pour la marketplace Google Shopping, eh bien vous voyez qu'il y a des notes, il y a un descriptif, et puis surtout, il y a entre 3 et 5 offres disponibles où on peut comparer les prix et différentes conditions de livraison, etc. Ça, pour l'instant, c'est encore réservé à des happy few qui ont déjà pu obtenir un petit pass. Donc, c'est de l'opt-in pour le moment. Mais à partir du moment où ce sera débloqué et déployé pour tout le monde, aux États-Unis, puis on l'espère ensuite en Europe, pour l'instant, c'est un peu bloqué pour des questions de RGPD, eh bien, on aura accès beaucoup plus facilement à des produits depuis Google. Voilà, et puis rapidement, pour terminer, on a quand même essayé de décortiquer les choses. Sur les tests qu'on a pu faire sur les requêtes, ici, c'est Hiking Backpack for Kids. On a une explication, un peu guide d'achat. On a des produits. Le premier est sponsorisé. Les autres sont totalement organiques. J'ai 3 liens également organiques qui ont servi de source à l'IA pour générer ces réponses. Et tout en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit icône. Traditionnellement, on appelait ça un burger. Maintenant, Google appelle ça une patte d'ours. Et quand on clique dessus, eh bien, vous avez l'intégralité des sources, c'est-à-dire là jusqu'à une douzaine de sources, qui ont permis de faire ce listing. Et donc, c'est des liens vers les marchands. Et bien sûr, Google a tout de suite réussi à placer des résultats complémentaires en dessous, en sponsorisé, on les voit très bien. Et tout ça se situe juste au-dessus des résultats classiques. Donc, a priori, ça va envoyer du clic, si vous me passez l'expression. Et je voulais vous dire ça parce que Google a promis et a tout intérêt à envoyer un maximum de clics aux marques, d'abord pour que les utilisateurs restent, pour que les marques donnent leurs produits et pour que ça poule aux œufs d'or. Les AdWords, qui font 80% de ses revenus, puissent continuer. Donc, Google a tout intérêt à continuer à envoyer du trafic et c'est pour ça que ça a cette physionomie-là. Je voulais insister là-dessus. Donc, des requêtes transactionnelles, aujourd'hui, ça donne ça. D'abord, quelques possibilités de filtre et puis surtout des résultats payants tout en haut et ensuite des résultats traditionnels. Et demain, ça va avoir plutôt cette tête-là. Et lorsqu'on cliquera sur un produit, on aura donc une comparaison d'offres. Et moi, je préfère voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que oui, il y aura moins de clics pour chacun. Par contre, il y aura des clics a priori beaucoup plus chauds. En tout cas, c'est la promesse tenue déjà par les marketplaces aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une super visibilité sur les marketplaces et qu'il y a les taux de croissance que Christophe nous a montré. C'est parce que lorsque la marketplace vous envoie du trafic, en principe, c'est synonyme de vente, naturellement. Voilà, je ne m'appesantis pas plus. On pourrait revenir sur les 6 points qui permettent une visibilité sur Google Shopping. On n'a pas trop le temps et on ne va pas le développer ici, mais tout comme pour les marketplaces, il faut montrer patte blanche en tant que vendeur pour obtenir son éligibilité à Google Shopping. Ça passe par la qualité du service global, en fait, que vous fournissez à l'utilisateur. Bien sûr, proposer une Product Detail Page qui soit à forte valeur ajoutée, et je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit Christophe, ce serait le paraphraser. Fournir bien sûr des visuels adaptés en haute définition. Exploiter les données structurées, c'est tout ce qui compose la fiche, c'est-à-dire le stock, la couleur, les SKU, le volume, le prix, etc. Exploiter les synergies payantes organiques, parce que vous avez compris que vous obtenez un meilleur taux de clic. Et comme le taux de clic est un des premiers critères, il faut jouer la carte de la synergie et de la double présence. Et ensuite, il faut observer, analyser et tester en réalité. Merci beaucoup. Merci, messieurs. C'était très intéressant. J'ai des remarques, j'ai des questions. Il nous reste du temps pour quelques questions. Alors, on va reprendre celle de Nadia. Donc, est-ce qu'investir dans le marketing sur les marketplaces est primordial pour augmenter ses ventes, Christophe? Oui. Surtout qu'il y a des ROI très intéressants. Oui. En fait, à partir du moment où les fondamentaux de la fiche produit sont respectés,
et que vos produits, notamment, parce qu'il y a une question aussi sur les marges, marketplace et compagnie, un fournisseur, c'est lui qui décide sur une marketplace à quel prix il propose. Et disons, pour accélérer son cycle de vente, il vaut mieux commencer par de la publicité, pour de la mise en avant. Voilà, pour initier un peu la pompe. Mais à partir du moment où vous avez un très bon référencement, c'est là où il y a la synergie, même que sur Google, entre le payant et le naturel. Vous n'êtes pas obligé de faire de la publicité pour tous vos produits, mais pour développer la vitesse de vente de vos produits, faire de la publicité, notamment un peu comme sur Google, c'est-à-dire au coup par clic, permet d'accélérer les ventes. Et après, c'est en fonction de vos catégories de produits, de votre gamme, les produits que vous souhaitez mettre en avant. Voilà. Mais comme sur Google, c'est une synergie média et organique. Mais oui, pour être visible, à un moment, il faut faire de la pub. Tu parlais de marge et ça rejoint la remarque de Frédéric qui disait merci pour la presse. Une des stratégies SEO sur les fiches produits est de livrer un contenu différent entre son site e-commerce et les marketplaces. C'est stratégique, évidemment. Et n'oubliez pas aussi de protéger vos marges. Être présent sur les marketplaces en sacrifiant ses marges, c'est, à mon humble avis, une erreur. Donc, voilà, ça. Oui et non. Je vois ce que… Voilà. Oui et non. Encore une fois, c'est vous, en tant que fournisseur ou marque, ou vendeur, qui décidez d'être sur une marketplace. C'est vous qui fixez les règles, entre guillemets, pricing, du prix. Par contre, effectivement, vu que vous avez avec d'autres compétiteurs, à un moment, il faut regarder le prix moyen constaté. Encore une fois, l'internaute, il est là pour faire le meilleur choix et avoir le prix le plus attractif. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les coûts d'acquisition payants dans la démarche DTC, c'est-à-dire direct to consumer, vous avez pour votre propre, ils explosent. Donc, à un moment, ne veut-il pas être sur les marketplaces où vous avez déjà une audience extrêmement importante? Regardez ce qu'ils ont fait Rakuten avec Carrefour. Carrefour est un distributeur, ils ont une place de marché. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? À un moment, l'acquisition payante devient extrêmement chère. Donc, il faut miser aussi sur l'organique. Mais simplement, ils mettent un certain nombre de références sur la marketplace de Rakuten, parce que Rakuten a déjà une audience extrêmement importante. Et qu'à un moment, en termes de retour sur investissement, il vaut mieux faire de la publicité sur des marketplaces versus directement sur Google, où il vaut mieux avoir une approche organique. Voilà. David s'est déconnecté, mais c'est pas grave. D'ailleurs, pour illustrer ce que tu dis, je crois qu'il y a eu un partenariat récemment de signé entre Amazon et Monoprix qui a été annoncé. Oui, exactement. Monoprix, Monoprix vend également notamment des courses alimentaires sur Amazon. Et Monoprix a aussi sa propre activité direct tout client. Donc, voilà, c'est de pouvoir multiplier finalement les canaux de distribution. L'idée, c'est pas de mettre tous les produits dans tous les canaux, mais de pouvoir étudier les forces et les faiblesses de chaque canal pour se dire à un moment quelle est la meilleure porte d'entrée pour mes produits. Carrément. Et une dernière question de Mathias. N'est-ce pas donner du contenu et de l'argent à des concurrents des positions de la première page de Google que de justement pas financer la promotion de fiches produits sur les marketplaces? Est-ce qu'on ne vient pas, en quelque sorte, se cannibaliser soi-même sur les premières pages, tout ça? Non, parce qu'en fait, déjà, il ne faut pas oublier que Google ne supporte pas le contenu dupliqué. Donc, on n'est pas là pour faire un copier-coller de sa fiche produit e-commerce. Et c'est là où, à un moment, il faut travailler avec une agence de référencement qui sait justement quelles sont les techniques et comment on organise finalement une fiche produit d'un site e-commerce versus une marketplace. Voilà. Et effectivement, l'idée, c'est pas de copier-coller sa fiche de produit sur tous les canaux parce que ça s'appelle du contenu dupliqué et qui est banni par Google. Et on passe beaucoup de temps effectivement sur les pages produits de nos clients. Il y avait une question sur l'industrialisation et c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Mais c'est vrai qu'on est, je dois avouer, encore très manuel. Certaines plateformes assez connues, certains e-commerçants assez connus nous disent on préfère un contenu vraiment ciselé, bien fait, différenciant, plutôt que d'aller un peu trop vite à industrialiser parce que sur les 20-80, en l'occurrence, comme le disait Christophe, parce que ça fait la différence. Il n'y a pas encore de potion magique, même si, sans me contredire, on commence à faire des tests avec l'IA. Il y a quand même encore des interventions humaines, et notamment en fournissant les données structurées de départ.
qui permettent finalement de générer le texte. On a quand même encore pas mal d'interventions humaines, mais après, c'est vrai qu'on peut un peu accélérer ce travail. Donc, c'est largement supervisé encore par l'humain. Voilà, et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce que on suit le marché. Voilà. Très bien. Parfait, merci messieurs. Il y a encore une dernière question de Mustapha qui demande est-ce qu'il y a un prototype d'une bonne fiche produit ou d'un bon contenu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à cette question dans le e-book qu'on vous enverra après l'événement. Donc vous allez tous recevoir ça dans les prochains jours, plus le replay. Comme ça, vous pourrez tout revoir, tout réécouter à tête reposée, sereinement, sans problème. Et si vous avez des questions, donc on a les contacts de David et de Christophe sur la dernière slide, et vous pourrez directement leur poser des questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Christophe, merci David. Merci Christophe encore une fois pour d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on reste à votre disposition, tous les participants, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci, au revoir.